Bonjour et bienvenue sur TV ADP. Alors, dans cette nouvelle émission, la mafia des tribunaux de commerce, c'est quoi? Je vais avoir une invitée qui va vous parler de son affaire. C'est une charmante dame, d'accord? Donc, est-ce que Aïssata est là? Ah, j'ai un petit problème de présence. Donc, là, c'est la connexion. Ah, la voilà. Bonjour, Aïssata. Bonjour. Ah, elle va revenir. Bonjour. Je vous vois pas. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Aïssata? Est-ce que vous avez branché votre micro? Oui. D'accord. Bon, alors, Aïssata, j'étais en train d'annoncer que on allait parler de votre société. Donc, ce que vous allez faire déjà en 2 ou 3 minutes, vous allez vous présenter. Vous allez nous dire dans quelle région vous êtes et quel était le type d'activité que vous aviez avant même qu'on aborde les sujets de ce qui vous est arrivé. D'accord? On peut faire comme ça? Oui. Alors, bonjour, je suis Aïssata Kassanké. Alors, moi, j'étais gérante d'une entreprise de transport. Plus particulièrement, on faisait de la livraison de journaux. Oui. Donc, alors, nous sommes en 2016. L'entreprise commence à aller mal, mais pour des raisons diverses. Notre activité de livraison de journaux est concurrencée, donc la presse papier est concurrencée par la presse numérique. Les chiffres d'affaires n'augmentent pas malgré les hausses des charges, des carburants et cerise sur le gâteau, on se retrouve avec plusieurs contrôles fiscaux sur les années 2013 à 2015 et un contrôle URSSAF. Alors attendez, ce qui m'intéresse pour que les gens sachent, vous avez démarré votre activité en quelle année? En 2009. Ça, c'était le début de votre activité. Et vous étiez donc dans ce type d'activité-là. D'accord? C'est ça. Donc, ça va bien, à peu près, tout va à peu près bien jusqu'en 2013-2014. C'est à peu près ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. D'accord. Et donc là, bon, vous étiez en train d'expliquer que vous avez pris la concurrence du numérique, puisque les gens achetaient de moins en moins de journaux, c'est ça? D'accord? Alors, comment ça s'est articulé, C'est ça. Voilà, allez-y, continuez. Oui. Voilà, continuez votre histoire. Comment ça arrivé? Alors, il faut savoir que déjà en 2015, je devais renouveler la licence de transport parce que c'est une activité qui est réglementée. Et donc, j'ai fait la demande. C'est un document officiel, ça. C'est une licence. Oui, c'est ça. D'accord. C'est ça, exactement. Exactement. Et c'est qui vous donne ça? C'est qui vous donne ça? C'est quelle société? C'est une institution qui vous donne cet agrément-là? C'est la direction. Non. Oui, la direction départementale du transport. Maintenant, je crois que ça s'appelle la DREIAT, quelque chose comme ça. D'accord. En tout cas, c'est un document officiel. On est d'accord. C'est un document officiel. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. C'est un document officiel. Et pour l'avoir, il faut présenter les comptes. Voilà. Et pour l'avoir, il faut présenter les comptes, etc. Et lorsque moi, j'ai présenté les comptes en 2015, d'ordinaire, la licence, on nous la donne pour 5 ans. Là, on me dit, les comptes, comment ça va pas et tout. Donc, on vous donne que pour 1 an pour voir si vous relevez la tête. D'accord. D'accord. Donc, je précise. D'accord. C'est important, ça. C'est très important. D'accord? Oui. Donc, ça, c'est important. Ils ont analysé votre comptabilité et ils sont aperçus que vous aviez une faiblesse dans le chiffre d'affaires. Et le résultat? Et le résultat. Forcément. C'est surtout le résultat qui regarde. D'accord. Vous aviez combien d'employés dans votre entreprise? Est-ce que 5. Combien? C'est une entreprise familiale. C'était une entreprise familiale. 5 entreprises. D'accord. 5 Donc, salariés, ils étaient quoi? Ils étaient salariés, ils étaient mandatés, ils avaient quoi? Ils avaient quoi comme statut? C'était des salariés? Ils étaient salariés. C'était des salariés. Oui. Donc, vous aviez une entreprise. À temps partiel, je précise. D'accord, ok. D'accord. Alors, continuez. Racontez la suite des événements, ce qui va se passer.
Donc, du coup, en 2015, moi-même, je suis tombée malade, ça allait pas. Et j'ai commencé, j'ai voulu déposer le bilan pour plein de raisons. Voilà, entre le fait déjà que la direction départementale du transport m'a donné qu'un an de licence. Moi, j'étais épuisée et je voyais pas de futur parce que de toutes les façons, même les autres, ils commençaient, qui étaient dans le secteur, ils s'étouffaient, etc. Donc, je fais appel à un avocat maître Petit pour clôturer. Donc ça, c'est votre avocat, maître Petit. Oui, c'est mon avocat, maître Petit. Je prends mon avocat pour comment dire ça, pour déposer le bilan. Et donc, on commence le dossier et bim, les contrôles fiscaux commencent. Et on est en conflit. Quand vous dites, pour que les gens comprennent dans l'histoire, là, on est bien en 2016. C'est bien, vous êtes bien en 2016. Oui, on est en 2016. Et l'avocat, il prépare le dossier du dépôt de bilan, de l'arrêté des comptes en 2016. On est d'accord? Oui, oui, oui. D'accord. Et c'est au même moment que vous avez un contrôle fiscal. C'est la même année. Oui, voilà. Oui. Alors. Et donc, du coup. Racontez-nous le contrôle fiscal. Alors, le contrôle fiscal, on l'a eu le contrôle fiscal sur les années 2013, 2014, 2015. C'est les années passées, en fait. D'accord. Et en fait, pendant le contrôle fiscal se passe mal parce que l'inspectrice Judicaël Vintatour, en fait, du centre de Poissy, elle me fait une sorte de chantage. C'est-à-dire? Alors, d'abord, elle me dit que on a payé des notes de frais aux salariés, que c'est injustifié parce que l'entreprise avait des véhicules et que en conséquence, on ne devait pas payer des notes de frais aux salariés et que c'est pas normal. Alors moi, je lui dis que si l'entreprise a des véhicules, mais il n'empêche que les salariés livrent avec leurs véhicules et on les dédommage. Et les véhicules des salariés et les véhicules, oui. Parce que pour que les gens comprennent, vous aviez 5 salariés qui distribuaient des journaux, mais votre société, elle avait combien de voitures? Elle avait combien de voitures, votre société? À l'époque, on en avait 3 et après, on s'est retrouvé avec 2 parce qu'une a fini à la casse. Donc, ça veut dire qu'il y avait des employés qui prenaient leur voiture. C'est bien ça? Ils prennent, en fait, à part un, ils prenaient tous leur voiture. Donc, d'accord. Donc, ça c'est normal. Et vous, dans votre entreprise, votre mission, à partir du moment où ils prenaient leur voiture, il y a un moment donné, vous deviez rembourser les frais attachés à ces dépenses-là. Exactement. Oui, exactement. D'accord. Mais ça c'est normal. Ça apparaît dans votre comptabilité, dans des frais généraux, avec remboursement de charges. Oui. D'accord. Oui, mais elle a estimé que c'était injustifié. Mais vous l'aviez mis dans votre comptabilité, ça? Oui, justement. Mais il est là le problème. Je l'ai mis dans ma comptabilité. Elle a dit que ça ne devait pas. C'est comme ça qu'elle a vu. Et alors, qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle dit que vous ne deviez pas? Parce qu'elle dit que… quand elle motive ça, pourquoi? Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle dit qu'elle ne croit pas. Elle dit qu'elle ne croit pas. Elle dit que les 2 véhicules, parce qu'en regardant le nombre d'heures de travail, parce qu'effectivement, les salariés, ils travaillaient à temps partiel, elle me dit, les 2 véhicules pouvaient suffire. Je dis non, les véhicules ne pouvaient pas suffire parce que même s'ils travaillaient à temps partiel, ils devaient tous livrer en même temps parce que vous comprenez, avec la presse, il faut que les journaux soient livrés avant 6 heures du matin. Bien sûr, mais ça, je crois que ça peut se comprendre quand même. Et ça, elle ne l'a pas compris. Mais elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Et donc, elle m'a fait un chantage en me disant que si je dénonçais pas mes salariés, parce qu'en gros, elle voulait faire passer ses notes de frais auprès des salariés en salaire, en rémunération. Et donc, pour plus tard, alors, aller leur coller un contrôle fiscal à eux. D'accord. Et moi, je dis, mais non. Attendez, parce que là c'est quand même complètement bête, cette affaire-là. C'est-à-dire, vous remboursez des frais parce que les gens ont des frais, ça fait partie des charges de l'entreprise, d'accord? Vous les passez en comptabilité et on vous reproche 2 choses. On vous reproche d'un côté de l'avoir passé en comptabilité parce que vous avez payé des gens, et derrière, on vous menace ou on vous fait chanter parce que vous voulez pas donner les noms des gens qui ont touché l'argent.
Oui, et le plus audacieux, c'est qu'elle a marqué ça dans la rectification. Hein. Et donc, non, et attendez, mais c'est pas le pire. Et donc, moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Les indemnités kilométriques sont dues. Les salariés, ils ont payé leur essence, ils ont pris leur voiture, ils ont payé leur assurance. J'ai refusé. Et donc, elle m'a collé tout sur mon dos à titre personnel. Donc, j'ai eu aussi et elle m'a collé un contrôle fiscal à titre personnel. Et en augmentant mes revenus. Attendez, parce que là, pour que les gens comprennent, quand vous dites elle vous a collé sur votre dos, c'est-à-dire que le montant de tout ce que vous aviez versé aux employés, elle vous l'a mis à charge à vous. Mais comment elle a fait alors? Elle vous a déclaré un revenu sur que vous moi. n'aviez pas, hein? Oui, elle m'a dit si les salariés ne paient pas, vous paierez. Putain, mais comment c'est son nom de cette dame-là? Rappelez-moi le nom de cette dame-là. Elle m'a fait un contrôle fiscal à titre personnel et elle a modifié mon revenu. Judy Kael Ventadour. Comment elle s'appelle cette dame? Redonnez son nom. C'est comment elle s'appelle? Judy Kael Ventadour. D'accord. Elle est où? Elle est située, c'est où l'administration fiscale? C'est où? À Cergy-Pontoise? À Poissy. À Poissy, d'accord. Poissy, bon. Voilà. Bon, on va retenir son nom parce que c'est pas gentil. Franchement, c'est pas gentil, c'est même très vicieux. Donc, elle pourrait être accusée de chantage, en fait. Hein. Ouais, c'est très vicieux. Voilà. Et donc, du coup, voilà, je me retrouve en fait un peu dans la merde parce que du coup, je me retrouve avec une somme d'impôts incroyable à payer, genre près de 5 000 € comme ça. Parce et du coup, j'ai carrément dû prendre, vous savez, les décaissements avec les cartes bancaires revolving là pour payer. Donc là, Aïssata, ce qu'on comprend pour que les gens comprennent bien, c'est l'ensemble, la totalité des sommes que vous aviez données pour les frais à vos chauffeurs qui sont devenus votre revenu à vous, qui est rentré dans votre revenu à vous. C'est ça qu'elle a fait? Oui. Oh. Oui. C'est invraisemblable, en fait. Franchement, c'est invraisemblable. Je fais exprès de le répéter hein, pour que les gens comprennent bien. Bah si, mais pourtant, elle l'a fait. C'est un abus et de droit donc, du coup... Et là, c'est l'année en, c'est l'année en plus où vous étiez en train de vous préparer. Je sais pas comment elle a fait ses affaires. Mais moi, je ne sais pas comment elle a fait ses affaires. Donc, du coup, moi, j'ai fait réclamation. Et ce qui est stupide avec le système des impôts, c'est que quand on fait une réclamation, la même personne qui a fait l'appel, c'est la même personne qui traite la réclamation. Ah bon? Donc là... ça s'appelle un conflit d'intérêt, normalement. Ça s'appelle un conflit d'intérêt. Normalement, elle n'avait pas le droit. D'accord? Pour que ce soit une autre personne. Autrement, non, ça, c'est un fonctionnement normal. Donc, évidemment, donc ça veut dire que... Oui, mais ça, par contre, mon avocat m'a dit que c'est comme ça. Ouais, mais ça c'est pas... C'est-à-dire c'est l'administration, c'est pas elle. Hein. Ouais, non, mais là, on est dans un abus de droit incroyable. Elle fait une rectification, elle vous fait une menace, elle vous fait un chantage, elle vous incorpore dans votre revenu, et vous faites une réclamation, et c'est elle qui doit juger ce qu'elle a fait elle-même. Mais on prend les gens pour des cons. Non, mais ça, c'est un fonctionnement normal. Hein? Oui, mais ça, c'est un fonctionnement normal. J'ai demandé à mon avocat qui était lui-même, mon avocat fiscaliste qui auparavant était lui-même dans ça, était lui-même, comment ça s'appelle, était contrôleur fiscal et tout. Il m'a dit, c'est comme ça. Il m'a dit, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Alors, faut que les gens comprennent, faut bien que les gens comprennent que là, vous vous retrouvez dans une situation où vous essayez de vous défendre, mais que vous n'aurez jamais la possibilité de vous défendre parce que ceux qui sont accusés, c'est ceux qui doivent normalement regarder pourquoi ils sont accusés. Hein, c'est ça la réalité des choses. Il faut que les gens comprennent qu'on est dans une stupidité absolue. D'accord. Bon, mais ça, c'est... Bah ouais. Alors, ça se passe au moment où, dans votre tête, vous étiez déjà en difficulté et que vous étiez en train d'étudier avec votre avocat, d'arrêter votre société. Tout ça, ça se conjugue en même temps. Ça se conjugue en même temps. Plus avec la maladie, etc. Et donc, alors, du coup, ce que moi je fais lors de l'appel, je dis, écoutez, ça n'a pas de sens. Je dis, regardez les 2 véhicules qui appartiennent à l'entreprise. Regardez le kilométrage qu'il y a sur les 2 véhicules. Et je demandais, et j'ai dit, et comparez avec notre, parce que en fait, lorsqu'on livre,
lorsqu'on livre, en fait, on a un itinéraire, hein. On a un fichier avec les adresses. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Et donc, notre itinéraire, tout ce qu'on a fait, ça faisait le double. Hein? C'était plus que le double du kilométrage qui était sur les véhicules de l'entreprise. Ce qu'elle avait chiffré, elle? Comment? Ce que l'administration avait calculé, c'est ça? Non, parce que ça, c'est sur les livrets d'entretien. D'accord, les livrets d'entretien, d'accord. Les véhicules ont des livrets d'entretien et nous, on a un listing des livraisons. D'accord. Ah, donc vous avez le calcul. Et en fait, les livraisons faisaient plus du double, le triple du kilométrage des véhicules. Sachant que les véhicules, on les avait achetés, c'était pas à kilométrage zéro, hein, déjà. D'accord. Donc, je dis, mais dans ce cas-là, la moitié, là, c'est passé où? Je dis, mais l'autre moitié, là, comment on a pu faire ces livraisons? Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait une réponse favorable à moitié, c'est-à-dire, elle me redresse toujours, mais elle me rembourse une partie. Moi, je dis, attendez, ça n'a pas de sens. Elle avait déjà considéré qu'elle avait tort pour faire déjà un abattement. D'accord? Bon, oui, mais c'est stupide. Oui, mais ça n'a pas de sens. Je veux dire, on considère qu'ils prennent leur véhicule ou ils ne prennent pas leur véhicule. Je veux dire, il n'y a pas de moitié dans ça. Ça quoi non, mais je suis d'accord. Mais ça prouve déjà, comme le fait un abattement, ça prouve qu'elle s'était déjà fourvoyée. Hein, d'accord? Ça veut dire qu'elle avait déjà fait des choses pas bien. Bon, voilà. Alors la suite, ça va donner quoi? La suite? La suite, je demande à mon avocat, il me dit, ah, mais là, ma foi, il n'y a pas d'autre solution puisque tu as déjà fait appel, il ne reste plus que le tribunal administratif. Donc, je fais une assignation au tribunal administratif. Oui. Et là, les impôts, ils me remboursent tout ce que j'ai payé. Ah bon? Et ils répondent, oui, ils me remboursent le reste. Et ils me disent, et ils répondent vous savez, chacun fait son argumentaire au tribunal. Et ils répondent à l'argumentaire que on lui a tout remboursé, mais elle persiste à aller au tribunal et il n'y a pas de sens. D'accord. Donc l'administration fiscale, le tribunal administratif, il rembourse parce qu'il considérait que vous n'aviez pas à payer ça, d'accord? Ouais. Et c'est la responsable fiscale qui, elle, conteste ce qu'avait décidé le tribunal. Non, c'est la responsable même qui m'a remboursé dardard. C'est les impôts même qui m'ont remboursé vite. Ah oui, carrément. Oui, voilà. C'est les impôts même qui m'ont remboursé pour ensuite dire au tribunal, comme argumentaire, qu'il n'y a plus lieu d'aller au tribunal de commerce. D'accord. Donc, ça, c'est important, ça. Ça, c'est important. Voilà. Donc, sur la partie, on va dire, administrative et fiscale, la chose est entendue, c'est réglé, normalement. Non, moi, j'ai répondu que non, je vais quand même aller au tribunal parce que j'ai quand même été accusée. Et moi, j'ai payé mes frais d'avocat et tout pour pouvoir récupérer mes sous. Et donc là, ils répondent, ah, mais non, vous avez fait appel dans les délais trop tard. Je dis, non, moi, j'ai pas fait dans les délais trop tard. C'était, moi, j'avais fait appel à temps, mais seulement, c'est l'inspectrice qui avait mis une mauvaise adresse comment ça s'appelle pour aller au tribunal administratif. Donc, j'avais fait une demande au mauvais tribunal administratif, mais par rapport à ce qu'elle avait écrit dans ses propositions de rectification. Et donc, du coup, le temps que ça passe d'un tribunal à un autre, eux, ils ont considéré que ma demande était passée hors délai. Donc là, le tribunal. Vous aviez pu prouver que vous l'aviez fait, que c'était une erreur de tribunal, c'est pas pareil, hein. Ça veut dire que. Voilà, c'est pas pareil. Voilà. Donc le tribunal a quand même jugé en disant que non, il devait me rembourser quand même au moins la moitié. Bon, après les impôts, faut pas s'attendre à beaucoup grand-chose. Hein. Il devait me rembourser ils m'ont remboursé l'équivalent à peu près la moitié des frais d'avocat. D'accord. Donc ça veut dire quand même qu'ils reconnaissent qu'il y avait quand même des abus, hein. D'accord? Parce que quand ils font une correction comme ça, ça veut dire qu'il y a un moment donné, vous aviez raison. Même si vous en donnent que la moitié. D'accord? C'est ça, hein? Mais j'ai quand même perdu de l'argent. J'ai quand même perdu de l'argent, moi. Alors attendez, parce que là, vous perdez de l'argent sur cette partie-là. Donc, comme vous aviez déjà une société qui était
en perte de vitesse avec un résultat 2016 qui était difficile. Donc là, on revient sur la phase que vous aviez dit. Vous aviez décidé de, comment dirais-je, de demander à votre avocat, monsieur Maître Petit, d'accord, de liquider l'entreprise. De liquider l'entreprise. Donc ça, c'est une décision que vous avez prise. Vous arrêtez votre activité parce que vous êtes en perte. Alors, on avait dit qu'il y avait 3 motifs, hein, normalement. Oui. Hein. Il y a, au-delà de votre maladie, qui était le 3e motif, il y avait la perte du chiffre d'affaires et puis la concurrence du numérique par rapport aux journaux. C'était ça? Bah, et surtout, et la hausse des charges, parce que l'essence et tout, les indemnités kilométriques augmentaient, mais c'était l'enfer, quoi. Oui, d'accord. Voilà. Donc, du coup, la société devenait… oui. D'accord. La société perdait de l'argent à vouloir travailler. On est d'accord avec ça ou pas? Voilà, parce que exactement. Vous aviez trop de charges par ça. rapport… Voilà. Bon, oui, c'est ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe l'étape suivante? Parce que là, si vous allez au tribunal de commerce, vous avez les motifs de pourquoi vous arrêtez votre commerce, d'accord? Votre fatigue de maladie, vos charges qui sont trop grandes, et puis la concurrence des journaux numériques par rapport à la distribution de vos journaux. Oui. Mais vous avez un autre incident qui arrive. Vous avez un autre incident. Après l'administration des impôts, c'est quoi l'autre souci qui vous arrive sur le coin du nez? Vous êtes toujours là? Ah, il y a une pause photo, elle revient. Elle va revenir. C'est un problème de… Alors, on va attendre qu'elle revienne, Aïssata. D'accord. Et lui, je ne sais pas, pour X raison, il a omis de transmettre ce document-là. Attendez, parce que ma petite… Il a omis de transmettre… Attendez, parce qu'il y a eu une petite coupure pendant 1 minute. Il y avait un écran noir, on ne vous entendait pas. D'accord, ok. Quand je vous ai posé, ça a coupé juste au moment où je vous ai posé la question, mais après les impôts, vous avez eu un nouvel incident. C'est ça que j'avais posé comme question. Et là, vous reprenez la réponse. Alors, vous aviez dit quoi? Donc, quand j'ai posé la question, vous avez répondu, mais il y avait un écran noir. Donc, à un moment donné, ça a duré 1 minute. Donc, après les impôts, vous avez eu quoi comme souci quand votre avocat a voulu déposer les comptes ou la liquidation au tribunal de commerce? Qu'est-ce que vous découvrez? Ah, alors, le jour où mon avocat va pour déposer le dépôt de bilan, il se rend compte que la société avait été liquidée par la société avait été liquidée par le fisc, par l'URSSAF, sur demande de l'URSSAF. Alors voilà, voilà. C'est ça qui est important. Voilà. Non, parce qu'il faut que les gens comprennent, parce que je fais exprès de répéter. Votre avocat va au tribunal de commerce. Donc c'est où, à Bobigny? Non, c'est où? À quel endroit, le tribunal de commerce? Non, c'est à Nanterre cette fois-ci. À Nanterre. Donc il va à Nanterre pour déposer la liquidation judiciaire et il découvre que la société est déjà liquidée et vous étiez même pas au courant. Voilà, vous n'étiez pas au courant. Mais attendez, comment une entreprise peut être liquidée sans que le gérant soit au courant que sa société est liquidée, même si vous aviez vous aviez l'intention de le faire. Mais là, comment le tribunal a décidé? C'est quoi qu'il a décidé, le tribunal de commerce? Vous avez un jugement de liquidation? Vous avez la copie? C'était sur demande de l'URSSAF. Oui. Oui, j'ai la copie. D'accord, c'est important. C'était sur demande de l'URSSAF. C'était justement l'histoire du contrôle fiscal. Comme du coup, on a eu un redressement sur plusieurs années pour cette histoire de note de frais.
qu'ils ont gonflé avec des charges, avec comment ça s'appelle, avec des frais, etc., bien sûr. Alors que pourtant, j'avais gain de cause de tribunal administratif pour la même cause. Donc, l'URSSAF a saisi et a fait demandé une liquidation et ça a été liquidé. Et le dossier a été mis dans les mains de maître, comment dire, ça a été remis dans les mains Alexandre Herbeau. Oui, d'accord. C'est ça. Donc lui, c'est un liquidateur, hein, d'accord. C'est un spécialiste des liquidations judiciaires. Leur but, c'est de gagner de l'argent sur les liquidations judiciaires, ces mandataires. C'est ça. Alors, c'est ça. Là, attendez, parce que donc là, vous avez dans votre comptabilité au tribunal de commerce un créancier qui s'appelle l'URSSAF qui demande la liquidation judiciaire parce que vous devez de l'argent. Mais il vous demandait combien l'URSSAF? Est-ce que vous vous souvenez de combien vous demandez à l'URSSAF? Je crois que c'était le plus gros. Il me demandait peut-être quelque chose comme 80 000 euros, un truc comme ça. Dont 50 000 euros justifiés, mais je ne sais plus exactement, donc 50 000 euros qui venaient du redressement de mémoire. D'accord. Donc ça, c'est complètement… Et alors, là, on est en 2016 ou en 2017, là? On est à quelle période? On est en 2016? Un instant. Oui. Ok. Donc, du coup, ce qui s'est passé, le mandataire, l'avocat me dit, alors, je dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? L'avocat me dit, ah, mais de toute façon, le mandataire va vous contacter. Une semaine passe, 2 semaines, j'ai pas de nouvelles du mandataire, j'appelle mon avocat, je dis, mais j'ai pas j'ai écrit, je dis, mais maître, je comprends pas, j'ai pas de nouvelles du mandataire. Et il me dit, dans ce cas, vous contactez-le. Il m'a donné le nom. Moi, c'est moi qui j'essaie d'appeler en vain, rien, aucune nouvelle. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai préparé une enveloppe. J'ai mis tous les comptes de l'entreprise, tout ce que j'avais comme document, plus les clés du véhicule, plus les clés des véhicules avec un courrier expliquant où étaient les véhicules, etc. Et je lui ai envoyé. D'accord? Attendez, oui? C'est important. J'espère que vous avez gardé quand même une copie de votre comptabilité ou vous avez envoyé tout ce que vous aviez? Non, j'ai envoyé tout ce que j'avais, mais j'avais quand même la copie, quoi. Ah bon, d'accord. Vous avez quand même gardé une copie, hein, parce que attention, avec les mandataires, faut pas leur donner tout, hein. Les clés de voiture, je comprends, mais au moins que vous ayez une copie encore de votre comptabilité. Donc là, oui. Vous avez tout envoyé. Et alors, il vous répond ou il vous répond pas? Il répond pas. Il vous répond pas? Non, il répond pas. Alors moi j'envoie, et avec ma nouvelle adresse, hein, parce que j'envoie un recommandé. Et du coup. C'est important, ça. Donc vous avez l'accusé de réception. D'accord. Oui. C'est important. Et donc voilà. Et donc par la suite, j'envoie comme j'ai toujours pas de réponse, j'envoie un courriel en disant, pour faire vite aussi, je vous donne aussi en pièce jointe les documents des salariés, les fiches des salariés, pour faire éventuellement, vous avez les salaires des derniers mois, les notes de frais, etc. Bien sûr, c'est payé par un mécanisme de sauvegarde, d'accord? L'AGS, c'est tout, voilà. Et j'ai pas de retour. Et j'ai toujours pas de réponse. Donc, du coup, j'ai mon frère qui était salarié dans l'entreprise, qui s'impatiente et tout. Et il essaie de contacter, il envoie des courriels, il fait tout, rien à faire. Il est tellement à bout, il a dû prendre un avocat. Il a dû prendre un avocat et le payer. Et grande surprise, quand l'avocat écrit, il reçoit ses documents pour l'emploi, mais avec marqué comme motif démission. Non. Si. Alors qu'il n'avait jamais démissionné. Alors, là, c'est Pôle emploi qui décide qu'il est en démission, alors que le mandataire aurait dû licencier. Non, c'est le mandataire. C'est le mandataire qui a écrit démission dessus. C'est le mandataire qui a écrit ça. Oui. Mais je comprends. C'est le mandataire qui a écrit ça. Là, on est dans un abus de droit, mais absolu. Hein. Parce que quand il y a une liquidation judiciaire, les employés sont licenciés d'office.
Oui, bah, c'est ce qu'il avait écrit. En fait, c'est ce qu'il avait écrit sur un courrier qu'il avait envoyé à l'adresse de l'entreprise que j'avais reçue. Mais là, en fait, c'est parce que c'était parce qu'il voulait pas. En fait, je pense qu'il avait rien notre dossier. Il s'en fichait parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir d'avoir beaucoup d'argent. Il s'en fichait, en fait. Tout ce qu'il s'est chargé de faire, c'est vendre un véhicule pour récupérer un peu d'argent. Il y a un autre véhicule qui a disparu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a devenu. On lui a demandé aucune nouvelle. On ne sait pas. Le véhicule, il s'est envolé comme ça. Voilà. Mais attendez, parce que là, normalement, s'il y avait une enquête par la gendarmerie, la carte grise, elle a dû changer de nom, donc ce serait facile de savoir, en recherchant, hein, qui a racheté le véhicule. Vous aviez des copies des cartes grises, non? Non, peut-être pas. Des copies, oui. Donc, je peux faire ça. Il faudrait demander en préfecture qui a été l'acheteur des 2 véhicules que vous aviez. D'accord? D'accord, ok. Vous avez le droit. Il faudrait provoquer une enquête, bien entendu, parce que ce serait dans le cadre d'une enquête. Je ne sais pas si vous le donneront, vous, directement, mais normalement, la préfecture, elle sait le véhicule, à qui il était et à qui il a été vendu. Alors, si jamais c'est le mandataire qui l'a vendu sans vous le dire, parce que il a fait rentrer un véhicule dans la comptabilité pour descendre la partie des frais, sûrement pour se payer ses frais. Et puis l'autre, si vous savez pas ce que c'est devenu, il se l'est peut-être mis dans la poche, hein, le mandataire. Vous savez, des fois, parce que les mandataires, c'est pas les gens les plus honnêtes, hein. Vous le savez ça, non? Non, mais lui, déjà faire une déclaration par rapport de démission alors que la personne n'a même pas démissionné. Voilà. En fait, et au passage, il n'a rien fait dans le dossier. Hein. C'est-à-dire que les salariés, ils n'ont pas été payés, hein. Rien. Je précise. Alors là, je comprends pas, parce que là, normalement, les AGS, elles servent à ça, les AGS. Ah, mais vous savez, il y a un gros trafic dans les AGS, hein, entre les AGS et les mandataires. Je vous invite à vous informer là-dessus. Voilà. Mais c'est pas ma spécialité. Les AGS, alors les AGS. C'était beaucoup de travail pour lui. Ouais. C'était beaucoup de travail pour lui, pour le peu qu'il allait récolter. En fait, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les AGS, c'est de l'argent qui a avancé. C'est de l'argent qui a avancé dans une société qui est en liquidation. Et 9 fois, 99 fois sur 100, comme la société est liquidée et qu'elle n'a pas assez d'argent, les AGS, même si ça devient ce qu'on appelle un créancier privilégié, c'est eux qui doivent être remboursés en priorité, puisque les salaires, c'est une charge obligatoire et d'urgence. D'accord ? Donc, le mandataire, qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait qu'il ne va pas pouvoir rembourser les AGS, je vous explique mécaniquement. Ah, d'accord, ok. Comme les AGS ne seront jamais payés parce que vous n'avez pas assez d'argent, d'accord? Que le mandataire, lui, il veut avoir un minimum d'honoraires, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 2 choses pour que les gens comprennent bien. La première des choses qu'il va faire, pour avoir sa petite commission d'honoraires parce qu'il y a eu une liquidation judiciaire, il va vendre un de vos véhicules et il va encaisser l'argent pour lui, pour les frais, d'accord? Parce qu'il va devenir prioritaire dans les paiements. Et puis la deuxième chose qu'il va faire, comme il ne pourra pas rembourser les AGS, d'accord? Au lieu que ce soit des salariés qui sont licenciés par liquidation judiciaire, ils vont tous devenir démissionnaires. Le mandataire va faire en sorte que les salariés soient démissionnaires. 1, les salariés ne seront pas payés. Et 2, lui, il ne sera pas obligé de rembourser les AGS, comme les AGS ne seront pas intervenus. Vous avez compris comment ils font? Voilà, mais c'est les gens qui sont malhonnêtes. C'est pour ça que quand vous dites qu'il y a un trafic entre les AGS et les mandataires, bien sûr, les AGS n'interviennent que si l'entreprise, elle aura encore assez de trésorerie pour payer. Et le mandataire, il va regarder, il va dire oui, ça va, mes honoraires vont être payés et les AGS vont être payés, là, on peut y aller. Mais vous, si vous aviez trop de découverts et trop de pertes, ils préfèrent mettre des salariés en démission plutôt que les licenciés. Voilà, ça c'est comme ça qu'ils font. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont fait dans votre dossier. Donc là, alors après, parce que ce qui était un petit peu abusif quand même, quand on vous liquide, parce qu'il a fait des accusations en plus sur vous, le mandataire. Ah oui. Commencez de raconter les accusations qu'il a fait. Alors, déjà, il n'était pas content que dès que mon frère a saisi les prud'hommes pour lui,
contre lui. Alors, au passage, hein, il m'a assigné au tribunal de commerce. Et je précise qu'il m'a assigné au tribunal de commerce 1 an après la fin de la période de traitement de mon dossier. C'est-à-dire que il a eu mon dossier en 2017, devait clôturer mon dossier pour fin 2018. Il avait 1 an pour ça. Il m'a assigné au tribunal de commerce en 2019. D'accord, mais c'est un manipulateur. Donc là, c'est bon. Là, déjà, il est dans une faute de droit, bien entendu. Mais donc votre société, vous, donc la date du jugement de liquidation, c'était bien en 2016 ou en 2017, la date du jugement de liquidation? C'était en 2017. En 2017, vous avez le mois à peu près, non? Novembre 2017. En novembre 2017. À partir du moment où vous êtes liquidé, il n'y a plus de dettes qui doivent naître, hein? D'accord? Donc ça veut dire que vous êtes liquidé, il n'y a plus de charges, l'URSSAF c'est fini. Donc, mais vous derrière... non mais attendez, vous savez pas qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah là, mais ça c'est la meilleure. Alors ils ont mis une date, ils ont rétrogradé la date d'arrêt de cessation de paiement. La date de cessation de paiement, d'accord? Oui. Voilà. Alors, au lieu de la mettre la date à laquelle il y a eu le tribunal, non, ils ont mis en gros 1 an et demi avant, c'est-à-dire jusqu'à mars ou avril 2016. 2015, pardon. Donc, ils ont mis une date de cessation de paiement antérieure. Bon, ça peut arriver, ça. Je vous le dis, ça arrive dans beaucoup de sociétés. Après, le but, c'est de savoir si entre la date où vous mettez en cessation de paiement et la date où il y a le jugement de liquidation, il y a bien des choses que vous ne pouvez plus payer, parce qu'il y a des charges qui vont tomber. D'accord? Ça veut dire que quoi? Vous allez avoir de la masse salariale, vous allez avoir des charges sociales, vous allez avoir des frais d'entreprise normales, d'accord? Qui vont se cumuler entre la date de cessation de paiement et la date de liquidation. Mais ce qui est important, donc ce qui est important, parce que pour que les gens comprennent quand ils vous écoutent, en 2016, vous vous apercevez que vous avez une société qui est déficitaire. D'accord? Vous perdez de l'argent. Donc, vous décidez d'arrêter votre société. Vous décidez de la mettre en liquidation. C'est ça. À la limite, la société, elle aurait pu être liquidée en 2016. À la limite. Oui. D'accord? Donc là, peut-être même que la date de cessation de paiement qui déclare en 2016 aurait pu être la date de la liquidation judiciaire. S'ils avaient voulu. Peut-être. Mais la chose a traîné parce que vous aviez des procédures avec l'administration, d'accord? Tout à fait. Et après, ça s'est enchaîné avec l'URSSAF. Et donc, c'est même l'URSSAF qui a déclenché la liquidation judiciaire, alors que vous aviez l'intention. Mais là, la question que je pose, est-ce que l'URSSAF en a profité pour augmenter votre dette? Ah, mais bien sûr, avec des frais, des histoires de pénalité, mais je sais même, c'est-à-dire que je vais vous faire un récapitulatif, ne vous inquiétez pas. En fait, lorsque le mandataire, il m'a signé au tribunal de commerce, il prend il m'a chargé de tout ce qui est possible et inimaginable. D'abord, écoutez bien, l'hôpital qui se fout de la charité, il me dit, première accusation, absence de collaboration de la gérante et défaillance dans le cadre de la procédure de liquidation. Alors que je lui courais après pendant je ne sais combien de mois. Donc, c'est un menteur. On peut dire que Alexandre Herbeau est un menteur. Menteur, faut le dire. Ensuite, il me met absence de collaboration. Il me met défaut de tenue de comptabilité. Comment je peux être en défaut de tenue de comptabilité puisque justement par rapport à la compta, j'étais en conflit avec, on se battait avec les impôts et les impôts, le contrôle fiscal a été fait à partir du fichier FEC et les impôts dans leur rectification que j'ai communiqué à Maître Herbeau, ils avaient mis la comptabilité que moi j'ai présentée versus la comptabilité que eux on jugeait juste. Voilà. Alors attendez, parce que ça c'est vachement intéressant. Ça veut dire que Alexandre Herbeau, non seulement il est menteur, mais il pourrait être bête en plus, parce qu'il n'est pas capable de comprendre que si l'administration fiscale elle a contrôlé votre comptabilité,
à aucun moment donné, il peut dire que vous n'aviez pas de comptabilité. Ouais, mais attendez, la meilleure, c'est que, attendez, malgré tout ça, ouais, mais le jour du tribunal, il rigolait avec le juge, le président Sylvain Lupescu. C'est le président du et commerce. Sylvain, voilà, le tribunal de commerce. Le tribunal de commerce, d'accord, ouais. Voilà, Sylvain Lupescu, et il était odieux pendant le tribunal, sachant que j'étais malade. Il me criait à l'oreille et je lui fais savoir, je lui dis, s'il vous plaît, vous me criez à l'oreille, j'ai mal. Et il me dit, ouais, mais dans ce cas, mettez-vous là-bas, comme ça. Hein. Et le président, il rigole. Voilà. Aucune intervention pour dire, non, mais votre attitude n'est pas correcte. Non, rien, il rigole. Bon, ça, c'est... Vous savez que cette émission-là s'appelle La mafia des tribunaux de commerce. C'est quoi? Vous savez pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Est-ce que vous êtes au courant qu'il existe un livre? Par rapport au livre? Ouais, il y a un livre qui s'appelle La mafia des tribunaux de commerce. Je l'ai lu. Ah, d'accord. Quand vous lisez, oui. Je l'avais lu il y a longtemps. Voilà, c'est un livre qui a 20 ans, mais il est toujours d'actualité, hein, d'accord? Ça veut dire qu'il est d'actualité. Voilà, c'est ça. Bon, c'est ça. Voilà, donc... Et à ma grande surprise, eh ben, le juge a retenu le défaut de comptabilité quand même. Ah oui, carrément. Ouais, non, mais bon, là, après, on est dans la collusion. Bon, déjà parce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'un président de tribunal de commerce, d'accord, il a une robe noire, mais c'est pas un juriste, hein. Vous savez que c'est pas des juristes, les gens qui font les tribunaux de commerce. Oui, c'est des chefs d'entreprise. Voilà, ils n'ont pas de compétences, et puis ils sont souvent dans la collusion, très souvent, d'accord. Non, lui savait parce qu'il m'a demandé directement, mais vous avez le fichier fait? J'ai dit oui, et ben non, j'ai quand même été condamné. D'accord. Voilà. Donc là, rappelez-moi, Aïssata. Oui. Redonnez le nom du président du tribunal de commerce, comment il s'appelle? Sylvain Lupescu. Et puis, il y avait aussi la procureure adjointe aussi qui me chargeait bien, Madame Nathalie Foy, F-O-Y. Voilà. D'accord. Donc, bon, est-ce que vous pensez qu'ils étaient racistes? En fait, moi, je vais vous dire, je pense, attendez, au moins le mandataire, vous savez pourquoi? Parce que les documents qu'ils m'envoyaient, vous savez, systématiquement, ils me demandaient, écoutez, systématiquement, ils me demandaient mon titre de séjour. Non. Mais je comprends pas parce que vous êtes de nationalité française. Je suis née française, j'ai pas eu d'autre. C'est-à-dire que je suis née française, mais juste parce que j'ai le malheur. Donc là, alors là, ma mère est française, mes grands-parents sont français. Attendez, Aïssata, il vous le demandait oralement ou il vous l'a demandé par écrit? Par écrit. Non. Il a. Je vous envoie le document si vous voulez. Je vous envoie le document. Non, mais je vous crois. Mais ce qui est drôle, c'est de l'avoir par écrit. D'accord? Ah, mais directement. C'est-à-dire, il m'a même pas mis une pièce d'identité. Non, il a marqué votre titre de séjour. Je le sors d'où, mon titre de séjour? Bon, ça, c'est bien Alexandre Girbeau qui vous demandait ça. C'est le non, c'est Herbeau. Oui, Alexandre Herbeau, oui. Alexandre Herbeau. Oui. C'est bien le mandataire qui vous demandait votre titre de séjour. Lui. C'est ça. Lui. Alors que quand il lit un jugement de liquidation, il y a vos noms, il y a vos prénoms, il y a votre date de naissance, il y a votre ville de naissance et il y a votre nationalité qui est marquée dedans. Et non, mais non, on ne peut pas s'appeler. Non. Attendez, dans les petits esprits, on ne peut pas s'appeler Aïssata, hein, oui, être née à Bamako et être française. Oui, mais attendez. Ils ont juste à dire que, ils ont juste oublié que le Mali, une fois dans l'histoire dans l'histoire de la France, le Mali s'est fait appeler le Soudan français. C'est-à-dire qu'ils connaissent même pas. Non, mais après, bon, au-delà de la géographie, il y a une chose qu'un mandataire, il ne doit pas oublier. Un entrepreneur, c'est une personne humaine, d'accord? Et ça, au-delà de toutes les nationalités, au-delà de la couleur de peau, un entrepreneur, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui prend des initiatives. C'est quelqu'un qui essaie de faire avancer l'économie. Alors, quand on a des bassesses comme ce monsieur-là, d'accord, eh ben, je préfère votre place que la sienne. Parce que là, il passe pour un imbécile plutôt qu'autre chose. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Là, franchement. Ah, mais carrément, attendez, c'est marqué dans les ordonnances et dans les jugements, et il n'est pas capable de voir ce qui est marqué dans le jugement. Attendez, il a fait pire.
Il a fait pire. Alors, sous prétexte de maladresse, je pense qu'il a fait exprès. Vous savez ce qu'il faisait? Il a envoyé tous les documents que j'avais, il m'envoyait les documents à mon ancienne adresse. Alors que je lui avais envoyé un recommandé avec ma bonne adresse. Il a envoyé tout à mon ancienne adresse, donc moi, je récupérais rien. Et lors du tribunal, moi, j'ai expliqué que la dette a été gonflée. Je vous donne un exemple. Ouais. Au prud'homme avec mon frère, ils ont décidé qu'aucun salaire n'était dû en 2017 parce qu'il n'y a pas eu d'activité. D'accord? Et ben moi, pour la même période, pour la même période, ils m'ont collé les charges sociales sur 2017 et c'était les pires. Et par exemple, je vais vous donner je vais vous donner un exemple. Pour la période où il n'y aurait pas eu d'activité, ils m'ont collé pour 90 237 € de charges, alors qu'il n'y a pas eu d'accident. Voilà. Attendez, attendez, ça, c'est qui vous a collé ça? C'est qui vous a collé ça? C'est le mandataire? Oui, c'est le mandataire qui a donné ça comme chiffre. Et soi-disant, ça a été réclamé par l'URSSAF, alors qu'en même temps, en 2010, lui-même refusait de payer les salaires sur la même période. Et attendez, j'ai pas terminé. Alors qu'à la base, sur l'histoire de l'entreprise, on n'avait jamais payé pour plus de 15 000, on n'a jamais eu à payer plus de 15 000 € de frais de charges sociales. C'était une petite entreprise de 5 salariés à temps partiel. On faisait que 120 000 € de chiffre d'affaires. Ils nous demandent 90 000 € juste pour les salaires. Et attendez, et je vais au tribunal, je dis, mais en fait, on a noté que c'était gonflé et tout, j'ai expliqué ça. Ils me disent, ouais, mais vous n'avez pas fait réclamation. Je dis, mais comment je vais faire réclamation? Je ne savais même pas que moi, vous aviez envoyé ces documents, je ne les ai jamais reçus. Donc, ils faisaient exprès, en fait, d'envoyer à une mauvaise adresse, comme ça, j'avais rien pour me défendre. Bon, alors, voyez, donc, si vous voulez que je sois franc avec vous, s'il y a des gens qui sont liquidés, il y a aussi des mandataires qui devraient être liquidés. Bah ouais. Parce que franchement, quand on voit ça, quand on voit ce genre de pratique, d'accord, j'espère qu'un jour il aura des difficultés puis qu'il sera liquidé par un autre tribunal que le tribunal de commerce. Parce que ça, c'est des gens qui méritent la prison. C'est malhonnête. C'est malhonnête. Et en France, on n'a que ça. Mais c'est carrément vrai. Bah oui. Non, mais attendez, moi j'ai une émission où je fais parler des victimes. Vous êtes là, c'est pour en parler. C'est insupportable. On est dans de la tromperie. On est dans de l'escroquerie à jugement. D'accord? On est dans des fausses déclarations. Bah ouais. On est dans des déclarations abusives. On est dans, enfin, je veux dire, les articles de loi qui qualifient les actes, et je ne parle même pas des actes de racisme, d'accord? Parce que là, il pourrait être taxé de racisme en plus, d'accord? Mais quand on voit ça, comment voulez-vous que les gens aient confiance dans la justice? Donc là, moi, sincèrement, donc là, pour vous, par rapport à la liquidation, entre la liquidation judiciaire qu'ils ont faite et les dettes complémentaires qu'ils ont amenées, la suite que vous vivez, c'est quoi en ce moment? Parce que là, vous vous retrouvez avec des casseroles à régler, mais vous allez faire comment? Vous en êtes où? Personnellement? Oui. Bah, en fait, le tribunal, il a donné raison à Alexandre Herbeau, surtout, sauf la défaillance de collaboration. Et d'ailleurs, même vous savez, le défaut de cessation de paiement, il y a une loi Macron qui a interdit de rendre le gérant responsable à défaillance de paiement, sauf si on peut prouver que le gérant a sciemment omis de faire la déclaration. Et ben, cette loi-là, le juge à la poubelle, il n'en a pas tenu compte non plus. Le juge du tribunal de commerce ou le Tout à fait. Oui. Du tribunal. Mais vous savez, depuis que j'étais dans le tribunal, je savais que les deux étaient complices et je savais qu'il allait avoir gain de cause. Vu la complicité qu'il y avait entre les deux. C'est-à-dire, je le savais, en fait. OK? Ouais, non, je vois bien l'intrigue dans laquelle vous êtes tombé. Hein. Voilà. Vu la façon dont le juge me parlait, vu la façon dont Alexandre Herbeau me parlait, je savais. D'accord? Même que j'étais malade, je savais. Et donc, du coup, je fais appel. Alors là, c'est la meilleure. Je fais appel du jugement. Vous savez qu'est-ce que j'ai comme réponse? Le tribunal de la cour d'appel confirme le jugement du tribunal de commerce, c'est-à-dire sans motivation, rien du tout. Alors,
là, vous avez vécu quelque chose qui est très simple à comprendre, je l'ai déjà expliqué. Vous savez comment ça s'appelle en France, ce genre de choses? Ça s'appelle l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que vous avez affaire à des menteurs qui ont rendu un jugement avec des fausses déclarations, avec des faux Oui, chiffres, d'accord? exactement. Oui, oui, oui. Et comme dans la cour d'appel, vous n'aurez pas droit à la parole, ou ce que vous aurez Non. écrit, ils vont même pas en tenir compte, d'accord? Ils vont confirmer ce qu'aura dit le mandataire judiciaire et ce qu'aura décidé le président du tribunal de commerce. Ça s'appelle l'autorité de la chose jugée, d'accord? Et ça, c'est une magouille de première, d'accord? Vous restez la victime, vous restez la victime. Vous êtes bon à jeter aux chiens. Bah ouais. Les entrepreneurs qui sont liquidés, pour eux, c'est les gens les plus malhonnêtes, hein. En France, on bousille des centaines, enfin des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises par an, d'accord? Avec des mécanismes comme vous le vivez. Et quand on sait que l'URSSAF a été un des principaux fournisseurs de liquidation judiciaire pendant des années, bon, maintenant, ça s'est calmé un petit peu, mais ça existe encore, sachant que ce qu'il faut savoir, et là je vous le dis, les impôts, l'administration fiscale comme l'URSSAF ou le RSI, ces organismes de tutelle, donc ils ont un privilège. Ils ont un privilège. Ils ont la possibilité de provisionner une dette d'argent que vous ne devez pas. Et normalement, quand on a un plan de redressement, quand c'est une entreprise qui est en redressement, l'avantage que la société ait un plan, il arrive à un moment donné où ils rendent des ordonnances en annulant les montants, non, où ils les rejettent. Mais ça, c'est quand vous avez un plan de redressement. Ok. Quand vous êtes liquidé, ils vous laissent les charges ils vous laissent les charges, hein. Ils vont même pas faire d'ordonnance de, voilà. Pour réajuster, quoi. Non. Voilà, non, mais franchement, et après, à mon avis, ils ont un intérêt à faire ça. Je sais pas trop où est leur intérêt de gonfler les dettes, d'accord? Parce que je comprends qu'il y ait des gens qui fassent du pillage, Hein? mais c'est aussi pour tromper les chiffres des statistiques. Bah oui, attendez, c'est pour les chiffres, les statistiques, mais moi, je vais vous dire autre chose aussi. C'est surtout, moi, je pense que c'est aussi pour l'URSSAF de justifier, par exemple, s'il y a des problèmes de fonctionnement. En disant, regardez, notre manque à gagner, il est de tel. Mais bien Voilà. sûr, non, mais ça, c'est. Voilà. Bon, là, on est. Alors, attendez. Ah, oui, mais vu les montants qu'ils déclarent, vu les sommes qu'ils déclarent, d'accord, à mon avis, il y a de l'argent qui doit partir ailleurs, hein, parce que je veux bien qu'on gonfle vos chiffres, mais si c'était qu'à vous qu'ils aient fait ça, mais ils le font à presque toutes les sociétés, avec des montants. Oui, je sais, ouais. Voilà, et donc ça, pour moi, c'est une perversité qui est complètement débile, hein, donc, mais donc là, bon là, vous vous rendez compte, on aura bien parlé, on a presque parlé pendant 1 heure, ma petite Aïssata. Ouais. Donc là, si les gens voulaient comprendre où vous en êtes et quelle période vous vivez actuellement, là, est-ce que vous avez encore des phases de procédure ou comment vous réagissez en ce moment sur ça, sur ce que vous vivez? Là, en fait, il est en train de faire saisie il fait saisie sur mes comptes, quoi. Sur toutes mes sources de revenus en France. Alors, voilà, c'est ce qu'il fait. Ça, c'est le mandataire qui fait ça? C'est le mandataire, puisque du coup, le juge, oui, son ami le juge m'a condamné, en fait, à être responsable de la dette. Donc là, c'est complètement... Alors que franchement, j'avais une entreprise où je ne payais même pas, parce que j'étais consultante en parallèle. Je faisais à titre bénévole. Putain, c'est complètement dingue. Et puis, voilà, non, mais, et le pire, c'est ils me disent défaut de paiement, défaut de comptabilité, c'est impossible. C'est impossible, puisque je présentais les fichiers faits aux impôts et je lui ai dit. Je leur ai dit au tribunal. Ça, c'est le juge du tribunal de commerce qui vous a fait ça. Oui, le président Sylvain Lupescu. Et puis Nathalie Foy. Là, on est dans une tromperie, mais comme là, la cour d'appel a confirmé, c'est qui était à la cour d'appel? La cour d'appel d'où?
C'était comment dire ça? À la cour Nanterre? d'appel non, 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 de Versailles. La cour d'appel de Versailles. Et là, eux, ils ont confirmé les chiffres du mandataire. C'est ça. Ah, donc, en tout cas, Mais ils ont même pire, confirmé ce attendez, qu'avait fait le tribunal de commerce. non, pire, parce que au moins avec le tribunal de commerce, ils avaient retenu comme dette à peu près 160 000 euros, quelque chose comme ça. Comment dire ça? Eux, ils avaient retenu quelque chose comme 160 000 euros, alors que l'appel, bah, c'est pire. Eux, ils étaient partis sur les 268 000 euros. Vous voyez? C'est-à-dire, ils ont pris tout ce que le mandataire a donné, quoi. En fait, j'ai l'impression qu'ils n'ont même donc pas. ça veut dire que le mandataire, alors attendez bien, entre la liquidation de 2017, d'accord, avec un passif de 160 000 euros, le mandataire, il vous en a rajouté presque pour 90 000 euros pour aller en cour d'appel. Non, il avait déjà donné les 80, il avait déjà tout donné, les 260 000 euros, même pour le premier tribunal, pour le tribunal de commerce. Mais le tribunal de commerce avait dit que non, que la dette, bon, réduit la dette symboliquement. Voilà. Je ne sais pas, ou non, même pas symboliquement, ils ont réduit la dette. Bon, il y a une chose qu'ils n'avaient pas fait. Comment? Il y a un montant qu'ils n'avaient pas accepté du mandataire. Voilà, voilà. Et par contre, quand je suis passée au tribunal de commerce, en fait, ils ont même pas, je pense qu'ils ont, je me demande même franchement s'ils ont lu. Je me demande même s'ils ont lu ce qu'on leur a envoyé, parce que. Alors, vous savez, ce qui est dingue, c'est quand il y a une erreur comme ça, quand vous pouvez contester, alors il y a deux manières de voir la chose, d'accord? Soit ils n'ont pas regardé et on peut être considéré comme une faute professionnelle, mais vous savez comment ils qualifient ça, eux? Parce que pour éviter d'être attaqués en droit, ils appellent ça une erreur matérielle. Une erreur matérielle. Ils ont peut-être mis un chiffre par erreur. Vous voyez, c'est vous qui payez toute votre vie, mais eux, ils appellent ça une erreur matérielle. Croyez-moi, hein, il y a plein de gens qui payent très cher des erreurs matérielles qui durent toute leur vie. Donc voilà, donc ça moi je trouve ça, alors moi j'espère simplement que l'émission qu'on a faite là, elle va pouvoir vous rendre service. Je vais vous demander maintenant comment dirais-je, la moralité que vous avez dans ce que vous avez vécu, la manière de, comment vous voyez-vous, à part qu'on vous donne un coup de main pour essayer de vous sortir de cette ornière, parce que là, franchement, c'est une galère, ça va pas arranger votre maladie, d'accord? Ouais. Hein, donc là, le but de cette émission, c'est de le faire savoir, de la diffuser. Donc moi, elle passera normalement demain soir sur TV ADP, mais maintenant, nos émissions passent aussi sur d'autres médias, comme Agora en Suisse ou ce genre de choses. Et là, moi, je demande aux gens de communiquer sur ça, de communiquer sur les noms et de voir quel est le type d'avocat qui pourrait vous soutenir ou quel est le collectif qui pourrait vous soutenir dans votre démarche pour éviter de vous retrouver à être saisi sur votre compte toute votre vie, en fait. Voilà, c'est. Bah oui, parce que en plus. Oui, parce que en plus, sincèrement, je vais vous dire, j'ai des doutes que ils aient mis des pressions sur mes avocats. Mais vous savez, ce qu'il faut que vous sachiez, hein, en France, dans les tribunaux de commerce, si on faisait la liste de tous les noms qui sont intervenus, je suis à peu près sûr que vous avez au moins 70% de gens qui sont francs-maçons autour de vous. Alors, je critique la franc-maçonnerie, même dans votre émission, même sans savoir les noms. Mais ce que je critique dans le mécanisme de la franc-maçonnerie, c'est pas le fait d'être franc-maçon. C'est le fait que dans les francs-maçons, il y a ce qu'on appelle de la collusion d'intérêts. Et plutôt que de rendre la justice, ils essayent de pas contrarier les confrères qui sont aussi francs-maçons. Vous voyez, c'est une perversité qui est absolue, alors qu'à l'origine, c'était pas ça. Donc là, ça c'est devenu pervers, et on s'aperçoit que les complicités, parce que des complicités, vous les avez par le silence. Les complicités, vous en avez des gens qui disent rien, ils sont complices parce qu'ils disent rien. D'accord? Et vous, les jugements qui sont rendus,
ben, ils lisent même pas les conclusions des mandataires, ils lisent même pas les conclusions qui ont été faites. Ou alors, ça a été condamné, ils regardent les motifs de la condamnation et hop, ils vous en remettent une couche. Point barre. Ils regardent même pas si vous avez amené des arguments nouveaux. Et c'est comme Bah oui. ça, et c'est comme ça partout. D'ailleurs, oui, je précise que j'avais vu une émission précédente où je crois que c'était c'est M. Andro qui parlait en fait des 3 étoiles. Oui, bah bien sûr. Bon, eh ben vous devez en avoir dans vos documents. Vous avez dans mes documents. Oui, ben ça, alors ça c'est le langage de la franc-maçonnerie, d'accord? C'est quand ils ont des petits codes entre eux, donc les étoiles, des fois c'est d'autres signes, hein, il y a des fois c'est des petits triangles, ça peut arriver aussi, mais c'est des petits points, voilà. Donc, mais ça c'est quoi? C'est une manière de passer des messages entre eux. Oui. Bah moi c'était des étoiles en triangle, quoi. Voilà. Donc, des étoiles qui formaient un triangle. Bon, eh ben, je continuerai de parler de votre affaire. Quand vous aurez cette émission-là, vous aurez une copie par email, vous aurez le droit de la transférer, de la faire circuler, parce que pour l'instant, ça s'est bien passé. Je vais pas couper, il y a 2 petits passages où il y a un petit blanc qui dure 1 minute, je vais laisser l'émission telle qu'elle est, ça sera une pause, d'accord? Il y a eu une coupure sur votre réseau, mais ça a duré tellement peu de temps que c'est pas la peine que je fasse un montage. Je trouve que l'entretien était bien et l'essentiel des choses ont été dites. Vous êtes dans une tromperie, on vous a manipulé, on vous a mis à charge des choses que vous ne devez pas. Même si vous aviez l'initiative de liquider votre entreprise parce que vous étiez en perte de vitesse, parce que vous étiez malade, parce que vous aviez pris de la concurrence, d'accord? Ça ne justifie pas le fait qu'ils aient gonflé votre dette et qu'ils aient magouillé les chiffres, d'accord? Ça, c'est de la tromperie qui est absolue. Et je demanderai à des gens, à des avocats qui regarderont cette émission-là, éventuellement de me contacter s'ils avaient envie de vous défendre dans votre objectif de ne pas payer des fausses dettes pendant des années. Vous êtes d'accord? Hein? Ça vous convient comme message de fin? Oui. Ok, ça me convient bien, merci. D'accord. Donc moi, je vous remercie de cette émission-là. On a passé le cap de l'heure. C'était l'objectif de notre émission. Vous allez maintenant apparaître demain sur les médias. Donc, et peut-être qu'il y a des gens qui vous contacteront. D'accord? Si jamais moi, on me contacte, je donnerai votre coordonnée, je donnerai votre email, et puis j'espère simplement que vous aurez 1 ou 2 appels. D'accord? En attendant, je vous dis. Oui, ça va, je suis fatiguée là. Ben là, je vais passer le générique et je vous remercie beaucoup d'être intervenu pour cette émission de ce soir. D'accord, Aïssata? On fait comme ça? Merci à vous. Et je vous laisse vous reposer. Bonne soirée à alors. bientôt. Au revoir. Merci.